Ok, on continue avec l'objectif 12.1. Donc, je te rappelle que dans le Campbell, on retrouverait cet objectif-là à la page 277. À la fin, on a un résumé des concepts. Donc, l'objectif ou le concept 12.1, on le retrouve ici, mais on en a fait une synthèse dans ce document-là. Puis, si tu veux avoir plus d'explications, tu peux retourner dans la section correspondante du Campbell. Donc, tu vois, on était à la première page ici du chapitre 12. Dans le dernier vidéo, on a parlé des rôles de la division cellulaire. Puis, on débuterait donc notre concept 12.1 ici. Puis, ça va jusqu'à cette section-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on fait un résumé de toutes ces pages-là euh, avec ce résumé de chapitre du concept clé. Donc, premier élément, c'est quoi le concept? La plupart des divisions cellulaires donnent des cellules filles génétiquement identiques. Donc, la plupart, on verra à quel moment est-ce qu'on dévie de cette règle-là un peu plus tard. Concept clé, le matériel génétique, l'ADN, d'une cellule, ce qu'on appelle son génome, est distribué entre ses chromosomes. Donc là, tu saisis que tous les mots sont importants dans cette synthèse-là, particulièrement ceux qui sont en caractère gras. On va continuer un peu, puis on va aller voir ce qu'on veut dire par là. Chaque chromosome, donc on va chercher à définir ce mot-là, eucaryote particulièrement, donc ici on fait exception des cellules prokaryotes, les bactéries et archéobactéries, dont on ne parlera pas énormément pour la suite des choses. On va s'intéresser vraiment aux cellules eucaryotes. Un chromosome, ça consiste en une molécule d'ADN associée à de nombreuses protéines qui vont maintenir la structure du chromosome et contribuer à la régulation de l'activité des gènes. On va faire la lecture complète dans le fond, puis on va aller comprendre tout ça un peu plus tard. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le chromosome, c'est quoi? C'est de l'ADN et des protéines. L'ensemble du complexe ADN et protéines associées s'appelle la chromatine. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être tout de suite se l'écrire, là. Comme c'est ici. Chromatine égale ADN plus protéines. Puis tout ça, on avait appelé ça un chromosome aussi tout à l'heure. Donc on va aller voir comment distinguer chromatine de chromosome. C'est le degré de condensation de la chromatine qui va varier au cours d'un cycle cellulaire. Je vais aller, dans le fond, on va tout de suite démystifier cette question-là. On va aller voir dans le chapitre 16. Il y a une figure ici qui va nous aider à comprendre ce concept-là. Donc, ici, de gauche à droite, on va voir différents niveaux de condensation de la chromatine. En fait, si on commence au tout début, l'image n'est pas en très bonne résolution, mais on devine une molécule d'ADN, ici comme ça, donc la double hélice, avec nos protéines en mauve ici comme ça, qui vont venir s'enrouler en fait, qui vont permettre à l'ADN de s'enrouler, de faire un tour ici. Puis tu vois, on va avoir toutes sortes de complexes de protéines ici qui permettent ces enroulements-là, puis éventuellement, ces enroulements-là vont se condenser en structures encore plus compactes. Puis sais-tu quoi, cette grosse structure compacte-là peut s'enrouler en structure encore plus compacte ici comme ça, pour nous donner une structure d'un chromosome
qui représente un degré d'enroulement ou de densité de la chromatine, donc très compact. Donc ici, on dirait, le chromosome, qu'est-ce que c'est? C'est la molécule d'ADN qu'on retrouve à gauche ici, avec les protéines associées qui permettent l'enroulement. Puis dans le fond, ici, on va avoir le chromosome fortement condensé, puis ici, on va avoir le chromosome fortement décondensé ou désenroulé, là, en forme moins compacte. Donc, la chromatine, qu'est-ce que c'est? Ben, la chromatine, c'est juste l'ADN plus les protéines qui vont permettre d'enrouler l'ADN. Puis le chromosome, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que quand on va rentrer dans la génétique, ben, on va s'intéresser à, par exemple, cette molécule d'ADN-là particulière. Puis là, ce qu'on va voir, c'est que chez un organisme, peu importe, là, donné, on va avoir une molécule d'ADN fortement... Donc ça ici, ce serait par exemple un chromosome fortement condensé, là, donc une molécule d'ADN avec ses protéines associées. Ben, on pourra avoir également une autre molécule d'ADN qui aurait été transmise par un autre parent, par exemple, avec ses protéines associées. Puis ici, dans le fond, on se retrouve à avoir deux chromosomes différents. Un chromosome parental, par exemple, puis un chromosome, j'allais dire plutôt un chromosome paternel, puis un chromosome maternel. Donc, par exemple, si notre maman nous donne en héritage la séquence pour fabriquer une protéine aux yeux, disons aux yeux bleus, puis notre papa nous donne une séquence pour fabriquer des yeux bruns, ben on a ici deux informations génétiques différentes. Une information aux yeux bleus, une information aux yeux bruns. Comment le corps va conjuguer ces deux informations pour nous donner notre propre couleur de yeux? Ben là, on va tomber dans le domaine de la génétique, puis ça va être l'objet de notre prochain thème, le thème 5. Mais donc ici, l'idée, c'est que même si on a des chromosomes qui sont dits homologues, c'est-à-dire qui possèdent des séquences génétiques, des gènes qui codent pour des protéines, pour une même protéine, les variations de la protéine, que ce soit aux yeux bruns ou aux yeux bleus, entre nos deux séquences d'ADN, sont présentes parce qu'on a affaire à deux chromosomes différents, un chromosome maternel puis un chromosome paternel. Donc, ce serait une différence entre nos différents... entre deux chromosomes, puis entre un chromosome puis la chromatine. Ok, on va revenir avec... on va relire peut-être cette phrase-là. Là. L'ensemble du complexe ADN et des protéines associées s'appelle la chromatine. Le degré de condensation de la chromatine d'un chromosome varie au cours du cycle cellulaire. Donc, on va aller voir dans les figures du Campbell. Ok, donc tu vois en 12.1 ici, on a en fait ici on a une cellule eucaryote. Ce qu'on voit, ces petits filaments-là ici, c'est des éléments du cytosquelette. On voit le noyau de la cellule, puis à l'intérieur, des chromosomes fortement condensés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas juste une molécule d'ADN dans le noyau cellulaire, mais selon les espèces, on va avoir différents nombres de molécules d'ADN. Donc, si on revient avec la question de la division cellulaire, imaginons une cellule qui possède un chromosome ici comme ça, donc on a sa molécule d'ADN. Ben, l'objectif, je te rappelle, la division cellulaire, c'est de nous donner deux cellules filles qui vont avoir exactement la même molécule d'ADN. L'objectif, c'est de répliquer le matériel génétique pour chacune des deux cellules filles. Donc, juste avant la division de la cellule, la molécule d'ADN qui était ici,
va devoir être répliqué en deux molécules d'ADN identiques. Là, tu vois, on en avait une, puis là, ben, on se retrouve à avoir deux molécules d'ADN identiques. Puis l'idée de compacter la chromatine dans une structure fortement condensée, là, ben, c'est que ça va être plus facile de faire le passage de la molécule d'ADN à nos deux cellules filles. OK. Puis d'ailleurs, là, j'oublie pas là, qu'on va aborder là, cet élément-là ici. Mais si on poursuit, on saute par-dessus, les cellules, tu vois, répliquent leur matériel génétique avant de se diviser, de sorte que chaque cellule fille reçoit une copie exacte de l'ADN. Continuons, puis on va revenir au point qu'on vient de sauter. En préparation à la division cellulaire, les chromosomes se répliquent et forment ainsi deux chromatides sœurs identiques. Donc, un nouveau mot savant. Ici, tu vois, on aurait au départ notre chromosome, qui est là. Mais lors de la réplication, le chromosome va se diviser en deux. Ben en fait, va se répliquer pour donner deux copies identiques du chromosome. On a encore ici un seul et même chromosome, mais il a été répliqué en deux structures qu'on va appeler les chromatides sœurs. Donc tout à l'heure, on a parlé de chromatine, l'ADN et les protéines. Ben ici, on a les chromatides sœurs, qui sont juste la même molécule d'ADN répliquée en deux. Remarque qu'il y a des protéines qui vont permettre l'attachement ici, un peu comme si on avait un genre de nœud de cravate là, ou un nœud papillon. Donc les chromatides sœurs vont rester prises ensemble jusqu'au moment où elles doivent se séparer dans les deux cellules filles. À ce moment-là, il va y avoir un relâchement de la structure d'attachement ici, qu'on appelle le centromère. Donc, c'est des protéines. En fait, c'est l'emplacement ici, là, où est-ce qu'on a nos deux chromatides sœurs qui sont attachées. Remarquez qu'à cette figure-là, on dit encercler un chromatide sœur du chromosome qu'on voit sur cette micrographie. Ben, si on avait à dessiner un seul chromatide sœur, là, ce serait... On en dessinerait un comme ça ici. Puis on aurait un autre chromatide sœur ici comme ça. Puis remarquez que les structures que j'ai faites en jaune puis en vert sont exactement la même molécule d'ADN qui a été répliquée en deux pour être envoyée dans chacune des deux cellules filles, qui va se retrouver à avoir exactement la même information génétique au bout de tout ça. Donc je relis encore cette section-là. Là. Donc deux chromatides sœurs identiques vont être reliées sur toute leur longueur par la cohésion des chromatides sœurs, attachés plus étroitement à leur centromère. Donc, tu vois, le centromère, c'est l'espèce de goulot d'étranglement là, où est-ce que les deux chromatides sœurs s'attachent. Lorsque cette cohésion est brisée, les chromatides se séparent pendant la division cellulaire et deviennent les chromosomes des nouvelles cellules filles. Donc, bon, c'est sûr que ça, c'est des concepts, là, les cellules filles, la cellule mère qu'on a déjà discuté. Finalement, bon, je pense qu'on va revenir à notre point là, qui était ici. Là. Chez les animaux, les gamètes n'ont qu'un jeu de chromosomes, cellules haploïdes, tandis que les cellules somatiques en ont deux, des cellules diploïdes. On va aller voir ce qu'il y en est avec ça. Ouais, en fait, ça va plus être dans le... Savez-vous quoi? Je pense que j'allais dire, on pourrait peut-être le sauter, mais non. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aborder tout de suite. Je m'en vais au chapitre 13 un instant. Puis on va regarder, voyez-vous, une figure à la page 13.4. Donc ici, on serait à l'intérieur du noyau d'une cellule, par exemple. Puis, dans le fond, ce qu'on observe, c'est 6 molécules d'ADN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qu'on voit, c'est que les molécules d'ADN sont organisées en chromatides sœurs.
reliés ensemble par leur centromère. Donc c'est pour ça que j'ai compté 6 molécules d'ADN, mais en réalité, tu sais, on aurait une molécule d'ADN ici, puis une autre qui aurait été répliquée qui serait exactement identique. Une autre ici, exactement identique, comme ça, mais il y a 6 molécules d'ADN différentes. Ce que je veux dire ici, c'est que on a, voyez-vous, si on prend par exemple cet objet-là, c'est un chromosome qui a la même longueur que celui-là ici. Puis on pourrait faire un autre ici comme ça qui serait probablement homologue à celui-là. Puis finalement, on pourrait en faire un dernier ici comme ça, avec une paire ici comme ça. Donc là, je les ai repérés juste sur la base de leur taille en fait. C'est comme ça que je les ai reconnus, mais il faudrait aller peut-être plus dans le détail là, de leur séquence d'ADN. Mais en fait, l'idée ici, c'est que on a des bleus puis des rouges. Qu'est-ce qu'on cherche à représenter ici par ces deux couleurs-là? Ben, c'est la provenance des chromosomes de la part des deux parents. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on a un ovule maternel, ben, cette cellule-là va avoir, par exemple, juste ici, je vais faire en rouge, les molécules d'ADN, 3 molécules d'ADN en rouge ici, comme ça. Puis si on prend un spermatozoïde que je ferais plus petit en réalité, là, avec son flagelle, je vais prendre une autre couleur pour le représenter. Couleur bleue, donc. Lui va transporter ces 3 molécules d'ADN. Puis au moment de la fusion de ces deux cellules-là, au moment de la reproduction, ben qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une grosse cellule. Puis là, ici, je vais le dessiner en bas. Là. Donc, on pourrait dire ça plus ça va nous donner quoi? Va nous donner un ovocyte dans lequel les molécules d'ADN vont se retrouver. Donc, si je fais mes 3 molécules, je vais reprendre mon bleu, si je fais mes 3 molécules du spermatozoïde, puis les 3 molécules de l'ovule, ben on se retrouve à avoir une paire pour chacun des chromosomes. Donc ici, il y aurait 3 chromosomes différents, 3 paires de chromosomes, mais en réalité, donc 6 molécules d'ADN. 3 qui viennent du père, puis 3 qui viennent de la mère. Ben, lorsque les chromosomes sont en paire comme ça, on dit que la cellule, elle est diploïde. Pour 2 copies de molécules d'ADN pour chacun des chromosomes. Alors que lorsque on s'intéresse à des cellules qu'on appelle les gamètes, ça ici, les gamètes, ce sont les cellules sexuelles reproductrices. Donc, on va avoir des cellules haploïdes. Le spermatozoïde aussi, il est haploïde. Donc, autrement dit, les organismes pluricellulaires qui utilisent la reproduction sexuée, contrairement aux organismes unicellulaires qui se reproduisaient par division cellulaire simple, ben, ils doivent trouver une façon de conserver leur nombre de chromosomes. Autrement dit, si, je sais pas si tu vois le problème, là, mais si une cellule avec ces 3 molécules d'ADN se reproduisait avec une autre cellule qui a ces 3 molécules d'ADN, ben, ce qu'on obtiendrait de la fusion, ce serait une cellule avec 6 molécules d'ADN. Puis à la génération suivante, ben, notre cellule avec 6 molécules d'ADN, si elle retrouve un organisme, un partenaire sexuel qui a 6 molécules d'ADN, ben là, on se retrouve avec une cellule avec 12 molécules d'ADN. Donc à chaque reproduction, le nombre de molécules d'ADN augmenterait.
C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, autrement dit, ici, on a un organisme qui a trois paires de chromosomes. Ben, elle va fabriquer des gamètes à partir de sa cellule diploïde qui vont contenir la moitié. Donc, elle va diviser par deux son nombre de molécules d'ADN pour fabriquer des gamètes haploïdes qui, lorsqu'ils vont se fusionner l'un et l'autre, ici, ben, vont permettre de redonner un organisme qui est diploïde, puis conserver ici le nombre de molécules d'ADN. Là, on prend de l'avance, on s'en va vraiment plus loin dans le chapitre, là, mais tu vois, on va revenir à cette question-là là, de la reproduction sexuée, puis du nombre de molécules d'ADN. Ok, ouais, on s'avance un peu trop à ce moment-ci. Mais si on revient à notre objectif 12.1, là, donc chez les animaux, les gamètes, qui sont donc les cellules reproductrices, n'ont qu'un jeu de chromosomes, ce sont des cellules dites haploïdes, tandis que les cellules somatiques ont en deux jeux de chromosomes, ce sont des cellules diploïdes. Puis encore là, tu vois, si on s'en vient ici, là, chez un organisme pluricellulaire comme l'humain, toutes les cellules du corps, à l'exception des organes reproducteurs, sont des cellules diploïdes. Donc des cellules qui vont qui vont compter un double jeu de chromosomes. Chez l'humain, on se retrouve à avoir un nombre haploïde qui est n ici. N égale 23. Je vais l'écrire en solide. Là. N égale 23. Ça veut dire qu'on a 23 paires de chromosomes. Mais si on considère que les chromosomes viennent par paire, ben 2n, 23, en fait, 2 fois 23, ça va nous donner 46. Donc, autrement dit, dans un ovule ou dans un spermatozoïde, on se retrouve à avoir simplement le nombre de molécules qu'on appelle le nombre haploïde, qui est 23 chez l'humain. Remarquez que chez les chimpanzés, c'est 24, par exemple. Puis chez tous les organismes ont des nombres haploïdes variables. Là. Il me semble que le blé, c'est quelque chose comme 140 ou... peut-être pas autant, là, mais c'est dans la centaine, il me semble. Puis donc, tu vois que si on s'imagine que l'ovule transporte ces 23 molécules, le spermatozoïde a ces 23 molécules, lorsqu'ils fusionnent, ils vont nous donner une structure qu'on va appeler le zygote, qui est notre première cellule diploïde, qui est la fusion du spermatozoïde puis de l'ovule, et donc retrouver un nombre de cellules diploïdes à 46. Sur une carte des chromosomes qu'on appelle un karyotype. Donc, ce qu'on a ici, tu vois, on va avoir une paire de chromatides sœurs reliées ensemble par le centromère. Donc, ça, c'est exactement, c'est la même molécule là, qui a été répliquée. Donc, une double copie d'une même molécule d'ADN. Puis, on retrouve un chromosome qui est homologue donc on a une paire de chromosomes homologues. Ça, ce que ça veut dire, ben, c'est qu'il y en a un qui provient du... si on prenait par exemple ici, il y en a un qui provient du père, puis un qui provient de la mère. Puis si on va voir là, chez l'humain, là, le karyotype, c'est la carte des chromosomes. Karyotype, on le voit écrit ici. Ben, on va avoir pour notre première paire, qui est la paire de chromosomes, le chromosome 1, le plus long ici, une molécule qui vient du père, une molécule qui vient de la mère. Une molécule qui vient du père, une molécule qui vient de la mère, etc. Fait que comme ça, on peut compter de 1 jusqu'à 22. Puis la 23e paire de chromosomes chez l'humain, c'est une paire particulière. C'est la paire de chromosomes sexuels.
le fameux chromosome X et le chromosome Y. Le chromosome Y étant associé aux hommes et le chromosome X étant associé aux femmes. Donc, par exemple, ici, ce qu'on observe, puis encore là, on va revenir sur ces concepts-là, mais c'est qu'on a un garçon, un homme, qui, étant donné qu'il possède le chromosome Y, ben ça, ce serait le génotype, ou en fait, une représentation des chromosomes chez un homme. Encore là, on a pris beaucoup d'avance. Là, on est allé voir on s'est aventuré un peu dans les concepts, là, mais c'est pas grave, ça nous permet de couvrir du terrain sur lequel on va revenir. Donc, on relie encore cette phrase-là ici, là, qui est là. Donc, chez les animaux, les gamètes, qui sont les cellules sexuelles, vont avoir un seul jeu de chromosomes. Ces cellules-là vont être dites haploïdes. Tandis que les cellules somatiques, donc toutes les cellules du corps, là, de la peau, le cœur, les neurones, toutes les autres cellules possèdent un noyau dans lequel on va retrouver les deux chromosomes parentaux. Le chromosome maternel puis le chromosome paternel. Donc finalement, là, ça ressemblerait à... si on allait voir l'ADN là, dans n'importe quelle cellule du corps, à l'exception des cellules sexuelles, bien, on retrouverait ces molécules d'ADN-là dans le noyau d'une cellule humaine. Parce que nos cellules qui sont dites somatiques sont diploïdes. Puis en passant, là, soma, ça fait référence au corps. Donc les cellules du corps. OK, il nous reste un dernier point à voir, c'est celui-là. Donc la division d'une cellule eucaryote inclut deux processus. La mitose, division du noyau, et la cytokinèse, division du cytoplasme. Donc la mitose qu'on voit, c'est que c'est la division du noyau. Puis la cytokinèse, cyto pour cellule, kinèse pour mouvement, c'est la division du cytoplasme. On va aller voir sur cette figure-là. Donc je te rappelle ici, c'était le cycle cellulaire avec sur lequel on va revenir au prochain objectif. Là. Donc différentes phases de l'interphase. Mais la phase de M pour mitose, ben, comprend en fait la mitose à proprement parler et la cytokinèse, la division du cytoplasme. Au prochain thème, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller vraiment s'intéresser aux différentes sous-phases de la mitose, comment la chromatine qui est ici se condense en chromosomes qui vont être séparés dans les deux noyaux des deux cellules filles, mais pour aborder notre dernier concept qu'on vient de voir, ben, tu vois ici, il y a vraiment la division du noyau des deux cellules filles. Puis suite à ça, ben, on va voir la division du cytoplasme de la cellule mère dans le cytoplasme des deux cellules filles. Donc, pour la division du noyau, on va y revenir là. On va y revenir au prochain objectif. Mais pour ce qui est de la division du cytoplasme, ce qu'on appelle la cytokinèse, donc tu vois ici là, à la figure 12.10, on te montre une cytokinèse dans la cellule animale. Bien, on va avoir là, une segmentation là, du cytoplasme. Puis ça, c'est des éléments du cytosquelette en passant là, qui vont faire cette espèce d'étranglement-là de la membrane plasmique pour nous donner nos deux cellules filles après la division du cytoplasme. OK. Vidéo un peu longue, mais on a fait du millage. Puis je te rappelle qu'on a 3 thèmes à voir d'ici les 6 ou 8 prochaines semaines. Le cycle cellulaire en est un. Puis déjà, on a abordé beaucoup de questions qui portent là-dessus. Je veux te faire remarquer qu'on a un quiz, concept 12.1, avec différentes questions. On va faire ensemble la première question. Donc, en fait, la deuxième ici. Une cellule qui comporte 12 chromosomes subit une mitose. Quel sera le résultat de cette division cellulaire? Ben, premièrement, on s'intéresse à une mitose. Hein? Donc, quand on pense à une mitose, on peut tout de suite
Pensez à une cellule mère qui va se diviser en 2 cellules filles. On va voir dans le détail la mitose au prochain point, au prochain concept, mais on sait que donc il y a la division du noyau puis la division du cytoplasme qui va nous donner les 2 cellules filles. Puis donc, la question c'est une cellule ici qui a 12 chromosomes. Puis là, je vais essayer de... J'ai fait ma cellule un peu petit, là, mais disons qu'on va y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, je prends une autre couleur pour représenter le chromosome homologue de chacune de ces premiers chromosomes en rouge. Donc, c'est comme si j'avais fait, disons, en bleu les chromosomes du père, puis en rouge les chromosomes de la mère. Pour un total de 12 chromosomes. Ben, qu'est-ce qu'on va avoir dans chacune de nos cellules filles? Ben, la réponse, c'est exactement la même chose. Hein? Donc, si je fais ça ici, on va voir ça. Puis on va voir ça. On va avoir exactement la même chose. On va avoir 2 cellules filles identiques. Donc, ce serait quoi la réponse ici? Ce serait... On va avoir 2 cellules filles avec chacune 12 chromosomes identiques à la cellule mère. Tu vois ici comment aussi dans ma réponse, là, il n'y avait pas beaucoup de place là, dans la ligne, puis c'était une courte réponse, mais tu vois comment je laisse aucun doute sur ma compréhension, je laisse pas de trou dans ma réponse. Là. On y va all in, là, puis on montre qu'on comprend. Donc 2 cellules filles avec chacune 12 chromosomes identiques à la cellule mère. Voilà donc pour le concept 12.1. Je t'invite à aller faire ce quiz-là 12.1 qui est en ligne sur Classroom. Bye bye!